Eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier de participer à ce soir à ces conférences. Vous allez voir que ma projection est en anglais parce qu'en général, les conférences que l'on donne dans les milieux scientifiques se font en anglais, mais évidemment, je vous parlerai français et je répondrai à vos questions aussi en français. Et je voudrais vous parler, en fait, de manière assez générale des changements climatiques et je voudrais vous dire comment, en fait, la science a permis d'investiguer un système, le système terrestre, qui est un système, en fait, très compliqué. Mais c'est aussi un système qui est fortement perturbé par l'homme, par l'activité humaine. Et c'est la raison pour laquelle Paul Crutzen, qui est prix Nobel de chimie quelques années, a introduit ce nouveau vocable qui est l'Anthropocène. Nous sommes dans une période géologique qui est aujourd'hui dominée par l'activité humaine. Et ça, c'est évidemment pour les géologues, ceux qui regardent l'évolution à très long terme, un véritable coup de tonnerre parce que nous changeons complètement de vitesse et nous nous intéressons maintenant aux perturbations que l'on introduit à la suite des activités industrielles, du transport, de l'agriculture, etc. Alors, quand on regarde la Terre comme un système perturbé, il faut d'abord se rappeler que la population, évidemment, s'est crue très rapidement au cours des dernières décennies, que véritablement, depuis 50 ans, si l'on fait un bilan de notre évolution, cette population a augmenté de 2 à 7 milliards de personnes, que l'activité économique a cru peut-être d'un facteur 10 et que finalement nous vivons très différemment avec une grande connexion qui existe entre toutes les entreprises humaines, la globalisation, la mondialisation, le transfert de personnes, la migration, le transfert d'informations, de produits, mais aussi de maladies. Et donc le problème de santé publique devient de plus en plus un problème mondial. Et évidemment, avec ces changements qui apparaissent, il y a aussi un certain nombre de conséquences sur les cycles biogéochimiques, le cycle de l'eau, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la dynamique des paysages. Tout cela a véritablement changé comme on n'avait jamais vu au cours de ce dernier siècle. Et vous voyez ici des courbes qui vous montrent en fait ce changement quasi exponentiel. À gauche, au-dessus, vous voyez d'abord la population et ce que vous remarquez, c'est qu'il y a des phases dans le développement de la population, celles qui ont été d'abord liées il y a très très longtemps, à préhistoire, à la fabrication d'outils, ensuite la révolution agricole, puis la révolution industrielle. Mais regardez la courbe d'urbanisation. Dans le monde entier, aujourd'hui, les gens se rassemblent dans les villes. Plus de 50% des gens vivent dans les villes aujourd'hui. Et vers 2100, on parlera beaucoup de 2100, on pense que 80% de la population se rassemblera dans la ville. Heureusement, en même temps, évidemment, l'éducation évolue, la santé publique évolue, et il ne faut pas être trop pessimiste, parce que quand on regarde un certain nombre d'indicateurs du bien-être, par exemple, on remarque que s'il y a des points d'interrogation, des questions, peut-être des craintes, il y a aussi des domaines où l'on a fait des progrès. Par exemple, la famine, par exemple, la qualité de l'eau qui est accessible de plus en plus à des gens un peu partout. Voilà un tableau récapitulatif, mais ce qu'il montre aussi, c'est que la quantité d'émissions du CO2, du dioxyde de carbone, a augmenté entre 1800 et à peu près 2000 d'un facteur 20, et ça, c'est évidemment un problème important. Alors, donc, je vous le dis, en 2100, 80% de la population vivra dans les villes. Et en fait, il faut regarder ce que cela signifie. Cela signifie qu'à peu près, si l'on regarde ce qui va se passer d'ici 2100 et qu'on suit l'augmentation de population qui est prévue, eh bien, on va créer à peu près l'équivalent d'une nouvelle ville de 1 million d'habitants tous les 10 jours dans la ville. Quelle croissance effrénée, quel changement important. Et ces changements vont évidemment faire ressurgir un problème dont on avait beaucoup parlé, qui est le problème de la pollution de l'air et de la santé publique qui en résulte,
L'Organisation de la santé aujourd'hui nous dit que 3,5 millions de personnes meurent prématurément chaque année dans le monde à cause de la pollution de l'air extérieur, ambiante, et il faut y ajouter 3 millions de personnes qui meurent prématurément à cause de la pollution intérieure. Par exemple, les gens qui cuisinent à l'intérieur produisent une certaine pollution et respirent cela, et tout cela, c'est évidemment dangereux. Le CO2 est évidemment le gaz qui est émis et qui est le gaz à effet de serre qui va nous concerner le plus pour le climat du futur. Nous y reviendrons dans quelques instants. Il faudra regarder aussi comment les paysages changent, comment le développement agricole se déroule. On parle très peu du développement agricole, mais le développement agricole, l'agriculture moderne, intensive aujourd'hui, est une source majeure de pollution et une source majeure de changement climatique. Et puis, il faut toujours se rappeler, évidemment, que dans ce développement, tout le monde n'est pas égal. Vous voyez en particulier ce que mange ici une famille en Allemagne, en Italie, en Équateur et au Tchad. Il y a de grandes disparités entre les populations dans le monde. Mais nous sommes dans l'Anthropocène, et même un journal comme l'Économiste, qui est un journal sérieux, un journal économique, nous montre aujourd'hui que c'est là, pour l'économie, un problème décisif. Eh bien, évidemment, il y a des conséquences. Le CO2 augmente, le climat commence à changer, et particulièrement on observe un réchauffement, et ce réchauffement a un certain nombre de conséquences. Par exemple, les glaces, on ne doit pas en parler trop ici, mais pour les gens qui vivent près des régions polaires, c'est un problème important. Les glaces fondent de plus en plus, et cela a un impact sur l'ensemble du climat de la planète. Le niveau des mers, et là vous êtes plus concernés, est lui aussi en augmentation. Alors, on va regarder tout cela parce que, évidemment, en 2050, nous serons 9 milliards de personnes et il y aura des changements, si on n'y prend pas garde, qui seront importants. Rappelons que 80% de la population sera dans les villes, mais que parmi ces villes, beaucoup de villes se trouvent dans les régions côtières et seront évidemment touchées si le niveau des mers monte, par exemple, de 1 mètre, comme on s'y attend à peu près dans un siècle aujourd'hui. Bon, alors donc, ce que vous voyez sur ce graphique, ce sont des augmentations de caractère exponentiel pour tout un tas de facteurs. Et alors, je vais les caractériser. Donc, vous voyez la température, vous voyez le CO2, vous voyez les changements sur les écosystèmes, sur la biodiversité, tous ces processus ont changé fortement depuis 1950, et donc une courbe qui, si vous voulez, représente tout cela est la courbe que vous voyez ici en rouge, et je crois que le défi qui nous attend, c'est de savoir ce que nous allons faire demain avec cette évolution. Ce que nous devons certainement faire, c'est d'essayer de changer la direction de la courbe, et ça, c'est le travail du monde politique dans la période 2010-2020, car vous le verrez plus tard, si l'on ne prend pas les mesures suffisamment à temps, nous serons devant des difficultés importantes. Alors, je vous parle de défis, en anglais on dit des challenges, et je vais essayer d'en identifier 4. 4 qui me paraissent importants et que les scientifiques ont pris véritablement à cœur il y a en partie déjà un siècle. Quels sont ces grands défis ? Le premier, c'est de prévoir le temps, prévoir la météo. Ce n'est pas un problème simple, comme vous le savez. Et depuis à peu près un siècle, les scientifiques essayent d'avoir des méthodes numériques rationnelles qui nous permettent de faire de la météorologie une véritable science exacte. Mais vous verrez que c'est une science exacte qui n'est pas si déterministe que cela. Deuxièmement, deuxième défi, c'est de prévoir l'évolution du climat. Le troisième, c'est de comprendre que la Terre, c'est en réalité un système avec des composantes, l'atmosphère, l'océan, le continent, les zones qui sont sous les glaces, et que ce système est en réalité très stable. La vie existe sur Terre depuis 3,5 milliards d'années, et cela n'a été possible que parce que le climat est resté dans une certaine stabilité, en tout cas telle qu'il y ait eu de l'eau liquide à tout instant. On ne comprend d'ailleurs pas tout à fait bien pourquoi ça a été le cas, car au cours de cette période,
la radiation solaire, l'énergie solaire a augmenté de 30 à 40%. Si elle était 40% plus faible il y a 3 milliards d'années, la Terre devrait être givrée. Il y a donc dans le système terrestre des mécanismes qui nous permettent de continuer à vivre et la question est de savoir si l'homme va perturber ces mécanismes stables de stabilisation, ces mécanismes stabilisateurs, suffisamment pour créer des problèmes importants. Et donc, nous allons devoir manager, nous allons devoir véritablement nous préoccuper de gérer véritablement notre système terrestre. Alors, je vais commencer par le premier défi, c'est le défi de la météorologie, celle qui est apparue il y a déjà bien longtemps, quand le marquis de Laplace nous disait que, en fait, l'état d'un système peut être prédit si nous connaissons véritablement les conditions initiales, donc demain dépend de ce qui se passe aujourd'hui, et si nous connaissons les lois de la physique. Et Alexander von Humboldt, au fond, a dit la même chose en disant que le problème de la structure de l'univers, et l'univers c'est beaucoup de choses, y compris la Terre, ce n'est rien d'autre qu'un problème de mécanique. Donc, une vision purement déterministe, celle qui nous disait, eh bien, si je connais la situation aujourd'hui, je peux prévoir ce qui va se passer très loin dans le futur. Et ça a conduit les gens à dire, eh bien, si nous connaissons l'état de l'atmosphère aujourd'hui, nous, météorologistes, nous devrons être capables de prévoir son évolution dans les prochains jours, peut-être même dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il n'y a pas de raison de nous arrêter. Et il y a un Anglais qui était en fait un ambulancier en France pendant la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Richardson, qui avait un peu de temps libre de temps en temps. Il s'est dit, mais je vais essayer de faire exactement ce que d'autres météorologistes avaient dit de faire, essentiellement de prévoir le temps en résolvant les équations de la mécanique des fluides. Il a essayé, il a recouvert la zone qui l'intéressait, c'est-à-dire l'Europe, une espèce de jeu d'échecs, ce qu'on appelle un réseau il a donc discrétisé son problème, il a regardé ce qui se passait dans chacune de ces boîtes et il a résolu à la main les équations. Il a pris plusieurs semaines pour faire cela parce que c'est extrêmement compliqué. Il a essayé de prévoir le temps pour le lendemain, mais il a mis 3-4 mois pour faire sa prévision, donc évidemment elle n'était plus très utile. Et puis en plus, il a trouvé que cette prévision ne correspondait pas du tout à ce que l'on a observé. C'était le premier essai, c'était aussi un échec, mais il avait démontré la possibilité de faire ce genre de prévision. Mais il lui fallait beaucoup de gens pour faire les calculs. Il voulait donc rassembler dans un amphithéâtre à peu près comme celui-ci 1 millier de personnes qui ensemble auraient calculé. Il avait en fait inventé l'ordinateur humain, mais évidemment il n'a jamais pu mettre ça en pratique et donc il a fallu attendre les années 50 quand les Américains après la Deuxième Guerre mondiale ont développé un ordinateur, un premier ordinateur, mon Dieu, beaucoup moins puissant que ce que vous avez dans votre téléphone portable, mais néanmoins, voici d'ailleurs le fameux mathématicien von Neumann et le météorologiste du MIT Charney. Ils ont travaillé ensemble, ils ont essayé de résoudre ce problème. Voilà l'ordinateur et ont eu un certain nombre de succès qui sont apparus de manière très claire. Et donc, on avait résolu le problème, on pensait qu'on pourrait prévoir le temps pour les 15 prochaines années, que sais-je, jusqu'au moment où tout de même on s'est rappelé qu'un certain Poincaré, Henri Poincaré, qui travaillait sur des problèmes astronomiques, a montré qu'il y avait des problèmes qui n'étaient pas déterministes, qui étaient en fait chaotiques, et que la météorologie, c'était exactement un problème chaotique où la capacité de prévoir était limitée finalement à quelques jours, et donc on a travaillé autrement en prenant des modèles mathématiques. Je ne vais pas trop vous dire ce que c'est un modèle mathématique parce que ça prendrait trop de temps, mais en réalité, on s'est dit, eh bien, regardez, si je prends ce qu'on appelle l'analyse, c'est-à-dire la condition initiale de mon problème, je vais essayer de déterminer ce qui va se passer dans le futur. C'est ma détermination déterministe. Mais si je change un tout petit peu ma condition initiale, parce que ma condition initiale, c'est l'observation, et l'observation
je ne la connais pas de manière tout à fait précise, eh bien, en prenant d'autres valeurs de conditions initiales, je vais arriver à des situations météorologiques tout à fait différentes. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas prévoir de manière si juste et de manière si claire une situation météorologique à plusieurs jours d'intervalle. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on fait, on fait un certain nombre de prévisions en partant de conditions légèrement différentes, en changeant quelque peu le modèle mathématique que l'on utilise, et on arrive à des situations qui sont différentes et finalement un ensemble de prévisions qui nous permet de dire quelle sera la probabilité qu'il y a, par exemple, des précipitations dans telle ou telle région. On est donc arrivé à des prédictions qui sont probabilistiques, et quand vous voyez évidemment le type de prévision auquel on arrive aujourd'hui. Vous voyez à droite la prévision faite par le Centre européen de Reading et à gauche l'observation qui a suivi et qui en fait confirme très bien ce que l'on a essayé de prévoir par ce système d'ensemble et on prend la moyenne d'un certain nombre de modèles que l'on utilise. Eh bien, on est arrivé finalement aujourd'hui à faire des prévisions numériques qui sont de très très bonne qualité. Et on parle souvent d'espèces de révolution calme de la prévision météorologique aujourd'hui. Et le Centre européen de Reading, dont tout le monde s'inspire aujourd'hui, est évidemment un pionnier, et il faut le remarquer. Donc là, le défi que l'on avait a été rencontré, et je pense qu'il faut s'en réjouir parce qu'il a été essentiel pour la détermination du deuxième défi, qui est celui de prédire les changements climatiques. Alors là, l'histoire est aussi ancienne. Et par exemple, il faut d'abord se rappeler que l'effet de serre, dont on vous a souvent parlé, a été découvert par Fourier. Donc ça date déjà d'un certain temps, je crois que c'était en 1824. Et puis un jour, un scientifique suédois qui s'appelle Arrhenius craignait que les périodes glaciaires reviennent. Et en Suède, évidemment, on se préoccupe beaucoup des périodes glaciaires. Il s'est dit, mais au fond, si on retourne dans une période glaciaire, il y a peut-être un moyen de l'éviter. Ce serait de relancer dans l'atmosphère, d'émettre dans l'atmosphère des quantités importantes de CO2. Et donc, il a introduit, lui, cette espèce d'effet de serre. Il a calculé quel serait l'avantage d'avoir un effet de serre au moment où une glaciation se produit. Et il a dit, si on double la quantité de CO2 dans l'atmosphère, on pourra augmenter la température de 5 degrés. Aujourd'hui, les modèles compliqués du climat montrent à peu près la même chose, un peu moins, on parle de 3 degrés, avec une certaine incertitude. Mais donc, on a commencé comme cela, de manière simple. On a remarqué d'ailleurs qu'il fallait prendre en compte non seulement les effets du CO2, mais aussi la variation solaire. Si le soleil fluctue dans l'énergie qui l'amène vers la Terre, il faut en tenir compte. Il y a aussi dans l'atmosphère des aérosols, des particules. Ces particules réfléchissent une partie du soleil. Si nous rejetons dans l'atmosphère des poussières, des particules, on va refroidir la surface de la Terre. Et puis il y a une variabilité naturelle au système, celle qui introduit ce chaos dont je vous parlais. Et là, nous allons apprendre de la météorologie que le climat, en fait, est en particulier chaotique, mais que les valeurs à long terme, par contre, elles sont raisonnables. Il faut tenir compte de tout cela, les éruptions volcaniques aussi, pour finalement essayer de déterminer comment la température va augmenter dans le passé. Et donc on fait des modèles mathématiques, on recouvre la Terre d'une grille, et on essaye, à chaque point de grille, de déterminer quelles seront les quantités climatiques, la direction, l'intensité du vent, la température, l'humidité, etc. En fait, ces modèles climatiques sont compliqués. Parce que, contrairement aux météorologistes qui ne se préoccupaient que de l'atmosphère, nous devons faire entrer maintenant dans le jeu les océanographes, car le climat est surtout déterminé par l'évolution de l'océan, et puis aussi les spécialistes de la surface continentale, les biologistes, peut-être aussi, et certainement, les glaciologues. Donc toutes ces communautés différentes doivent travailler ensemble pour essayer de déterminer, finalement, de formuler un modèle complet du système terrestre et tenir compte des interactions qui en
découle. Et en fait, cela demande, soit dit en passant, des ordinateurs extrêmement puissants, des superordinateurs. En réalité, les scientifiques vous diront que la qualité de leur modèle est en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie limitée par le fait que nous n'avons pas aujourd'hui les ordinateurs qui ont la puissance dont on a besoin pour notamment résoudre les problèmes à petite échelle ou pour tenir compte d'un certain nombre de processus importants. Et donc vous voyez que dans les années 60, on avait des modèles relativement simples, un modèle d'océan, un modèle d'atmosphère couplée. Aujourd'hui, on tient compte de beaucoup plus de phénomènes et ce sont donc non plus des scientifiques qui individuellement font ces prévisions, mais ce sont des équipes de grande taille, souvent des équipes internationales. Par exemple, parler tout à l'heure du modèle du World Climate Research Programme, tente de regrouper au niveau du monde entier les meilleurs scientifiques pour déterminer les meilleurs modèles et avoir une certaine confiance dans leurs prévisions. Et vous voyez ici, par exemple, comment la résolution spatiale de ces modèles a augmenté au fil du temps de manière à reproduire de manière de plus en plus explicite des phénomènes à petite échelle dont on ne voyait pas l'existence, ou on ne pouvait pas représenter l'existence dans les anciens modèles. Alors évidemment, il n'y a pas que les modèles, il y a aussi les observations, et en particulier les observations, par exemple, des gaz à effet de serre, mais aussi d'autres composés de l'atmosphère, de la température, de la dynamique atmosphérique. Et en réalité, les satellites apportent un complément tout à fait indispensable et très important à l'approche des modèles dont je vous avais parlé. Voilà par exemple ici un modèle qui représente les poussières dans l'atmosphère, ce qu'on appelle les aérosols, les particules. Vous voyez d'ailleurs différentes couleurs. C'est un modèle de la NASA, dans ce cas-ci, avec une résolution de 10 km, ce qui est un certain succès, mais qui nécessite des heures de calcul sur grosses machines de manière importante. Vous voyez par exemple que ce qui est en vert, ce sont les particules qui sont des particules produites par les feux. Donc ce sont vous savez qu'on brûle beaucoup, évidemment, dans les régions tropicales, et donc il y a des plumes de poussière, de fumée qui se dégagent. Ce que vous voyez en jaune-orange, ce sont les poussières qui viennent des déserts. Donc ça, c'est des phénomènes relativement naturels. Mais ce que vous voyez alors en blanc, ce sont les sulfates, et les sulfates, eux, résultent véritablement de la combustion du charbon et donc de l'activité humaine. En bleu, c'est le sel marin qui est émis, notamment, vous le voyez, autour de l'Antarctique, mais aussi dans d'autres parties des océans. Donc, le climat, nous allons essayer de le prévoir, de le prédire, de projeter son évolution. Mais avant ça, nous allons tout de même regarder un peu les observations et voir si les choses ont changé. Alors, il y a un certain nombre de paramètres qui sont mesurés. Et vous voyez ici ces paramètres en 1850 et à peu près 2010. Vous voyez la température de la Terre au-dessus, ensuite la température des océans. Un peu plus bas, au milieu, vous voyez le niveau des mers qui augmente. Et vous voyez d'autres paramètres qu'on pourrait discuter, mais tout en bas à droite, c'est la masse des glaciers qui est en recul, et juste au-dessus, c'est la glace dans l'Arctique qui est aussi en train de se réduire de manière importante. Voilà par exemple l'estimation depuis 1880 faite par la NASA de la température, et j'aime montrer cette courbe parce que depuis 2005 à peu près, un certain nombre d'hommes politiques qui sont très mal à l'aise en apprenant que le climat change tendaient de montrer que depuis 2000, la température n'augmente pratiquement plus, le changement climatique ne se produit pas, le CO2 n'a pas véritablement d'effet. Malheureusement pour eux, depuis quelques années, il y a de nouveau une augmentation de la température, je veux dire malheureusement pour nous aussi, mais vous voyez que cette augmentation est particulièrement importante au cours des dernières années. Ce qu'il faut retenir, ça c'est toujours important de savoir, c'est que, outre la tendance à long terme de la température, il y a des fluctuations qui se superposent à cette tendance, et ces fluctuations
sont liées évidemment au fait que la Terre est un système complexe et, je dirais, en tout le temps en mouvement. C'est un système très, très dynamique. Alors, je vais passer cela, mais simplement, je voudrais vous montrer ici l'évolution de la température à La Réunion depuis 1965. Et vous voyez qu'ici aussi, il y a un réchauffement qui se produit. En ce qui concerne les précipitations, vous voyez là le nombre de jours avec des précipitations faibles en rouge ou importantes en vert. Pardon, c'est l'inverse. Donc, les précipitations fortes sont en rouge. Vous voyez que là, il n'y a pas véritablement de tendance à long terme si l'on regarde ce qui se passe ici depuis 1969. Évidemment, vous êtes ici dans une région où les ouragans, les typhons sont importants. Vous voyez la trajectoire d'un certain nombre de typhons et vous voyez aussi l'un d'eux photographié par un satellite américain en 2004. Ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est que la distance de l'équateur qui caractérise le maximum d'intensité des typhons a changé en fonction du temps. Ici, depuis 1980 jusqu'en 2015, et en fait, c'est éloigné de l'équateur pour se rapprocher des régions polaires, si vous voulez, ou en particulier de se rapprocher un petit peu de la Réunion. Et donc, si cette tendance se poursuit avec le changement climatique, nous pensons que les régions tropicales s'élargissent quelque peu. Il pourrait y avoir des effets dans cette région du monde. On peut regarder ce qui se passe plus globalement et on voit que partout, la présence d'ouragans maintenant s'étend des régions tropicales vers les plus hautes latitudes et donc peuvent affecter des pays qui n'étaient pas affectés jusqu'à présent. Ici, vous voyez des mesures, ce sont des mesures du niveau de la mer entre 1993 et 2014, et vous voyez que dans cette région du monde, il y a eu une augmentation relativement sensible. L'augmentation du niveau des mers n'est pas uniforme. Il y a des régions où le niveau des mers monte plus haut que d'autres, et dans cette région ici, eh bien, on parle sur la période, bon, sur les 22 dernières années, d'à peu près 7 cm, ce qui n'est pas négligeable. Alors, que va-t-il se passer dans le futur? Eh bien, nous ne le savons pas, puisque nous ne savons pas combien de CO2 et de gaz à effet de serre nous allons continuer à émettre. Alors, que faisons-nous comme scientifiques? Eh bien, nous prenons un certain nombre d'hypothèses de croissance future de l'économie, ou en tout cas des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Et pour simplifier, on va se limiter au CO2. Et vous voyez là quelques scénarios qui sont adoptés. Il y a tout en haut le scénario 8.5, c'est le scénario que l'on adopte comme étant essentiellement la continuation de la croissance des émissions dans le futur. C'est un scénario qui est assez inquiétant, comme vous allez le voir. Et puis je vais prendre l'autre scénario, qui est le scénario qui donne les émissions les plus basses, RCP 2.6, c'est son nom, qui est en réalité un scénario que l'on adopte parce que c'est celui que l'on désirerait atteindre pour limiter la température moyenne, l'augmentation de température moyenne à 2 degrés. Alors nous allons mettre ces scénarios dans notre modèle mathématique, dans nos modèles du climat, et voilà ce que, ici c'est l'exemple d'un modèle, nous trouvons pour l'ensemble de ces scénarios. Le scénario le plus catastrophique, 8.5, vous donne l'augmentation de température en rouge. Si vous regardez ce qui se passe en 2300, nous avons encore le temps, mais tout de même, ça fait 8 degrés d'augmentation de température. Ça, c'est la croissance qui se perpétue sans changement. En 2100, nous sommes plutôt à peu près à 4 degrés en moyenne, ce qui veut dire à peu près 8 degrés dans les régions polaires, et donc des dommages très importants pour les pôles et pour la glace dans les pôles. Par contre, si nous prenons le scénario le plus optimiste, qui est le scénario 2.6, nous nous trouvons sur la courbe verte, et là vous voyez que la température augmente et puis se stabilise à peu près à une augmentation de 2 degrés par rapport à la situation pré-industrielle, et on pense que cela, c'est probablement acceptable. Nous verrons ce qu'il faut faire pour atteindre cette courbe acceptable. Alors, regardons les deux scénarios. Est-ce que cela... Bon, alors ça, c'est la même chose, donc je ne vais pas vous le remontrer, mais ceci vous montre, pour les deux scénarios,
le minimum en bleu, le maximum en rouge, ce que serait l'augmentation moyenne du niveau de la mer. Dans le scénario, en 2100, dans le scénario rouge, on est à peu près à 70 cm, ce qui n'est pas rien. Et dans l'autre scénario, on voit à peu près 40 cm, qui semble être le minimum. Et donc, l'océan, ça intègre, ça réagit très lentement, ça va intégrer tout ce qui se passe dans le passé, et même si on arrive à prendre des mesures qui vont limiter la température, parce que là, l'action sera peut-être relativement rapide, quant à l'océan, les choses sont beaucoup plus lentes, et c'est la raison pour laquelle il faut prendre des mesures, me semble-t-il, le plus rapidement possible. Alors, évidemment, nous regardons les valeurs moyennes. Je vous ai dit que rien ne se passe en moyenne, qu'il y a évidemment d'une part des aspects régionaux, on ne les connaît pas très bien, on se travaille beaucoup sur l'impact régional des changements climatiques, mais on sait aussi qu'il y aura des événements extrêmes qui seront rares, mais qui sont extrêmes et qui peuvent avoir des conséquences importantes. En réalité, ce qu'il faut faire quand on fait une prévision, ce n'est pas, comme je vous l'ai montré, vous donner une valeur, mais vous dire qu'il y a une espèce de distribution avec des possibilités différentes. Et au fond, la valeur que je vous ai donnée, c'était la moyenne de tout un tas de réalisations que l'on a obtenues par ces modèles. Et donc, on trouve une moyenne, mais il y a de la variabilité naturelle dans le système et en réalité, on doit prendre une distribution statistique. Et ce que l'on sait, c'est que la moyenne va augmenter, mais ce qui est peut-être plus important, ce sont les queues de la distribution, c'est-à-dire les moments extrêmes. Par exemple, ici on parle de la température, donc l'arrivée de vagues de chaleur qui vont se multiplier. Et là, il y a des effets, évidemment, sur la santé qui seront très importants. Alors voilà ici un modèle, et vous voyez là, le rond, c'est la région ici. Voilà comment la température semble évoluer dans un modèle mathématique en prenant le scénario 8.5, donc celui qui est le moins optimiste. Et je vais refaire le passage. Regardez le rond, vous voyez donc que la température, ça devient de plus en plus rouge, ce qui simplement vous dit que vous allez passer à peu près ici dans la région d'une température moyenne de 22 à 24 degrés, donc à peu près 2 degrés d'augmentation entre maintenant et la fin du siècle, selon ce modèle, et il faut évidemment regarder ce que disent d'autres modèles. Regardons les précipitations, comme elles évoluent, et là, véritablement, on ne voit pas de changement dramatique qui se produit, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas davantage d'événements importants ou extrêmes, ou que le nombre et l'intensité d'ouragans, par exemple, de typhons pourraient changer. Ceci, c'est le modèle, donc je vous ai montré le modèle allemand, celui que nous utilisons, qui est ECA, mais je vais vous montrer ici le modèle français, c'est le modèle de Météo France, et vous voyez à gauche la température, la courbe, la deuxième rangée vous dit ce qui se passe avec la température en prenant le scénario 8.5, la valeur annuelle au-dessus, l'été et l'hiver en dessous, vous voyez une augmentation de température qui est de l'ordre de 2 degrés, ici vers 2080 dans ce cas-ci. Quant aux perturbations des précipitations, des anomalies de précipitations, vous voyez qu'il n'y a pas énormément, peut-être une certaine diminution des précipitations, surtout pendant l'hiver, mais pas pendant l'été. Alors nous arrivons au troisième challenge, là nous allons aller beaucoup plus vite, c'est de considérer que, en fait, le système climatique, c'est plus compliqué que simplement l'atmosphère et l'océan. Nous devons voir la Terre comme un système couplé, et il y a un certain nombre d'éléments qui nous démontrent cela. En fait, je ne vais pas entrer beaucoup dans le détail, mais nous vivons, notre Terre est en fait dans un niveau d'équilibre que l'on représente ici. On peut perturber les affaires un petit peu, et voilà, nous perturbons dans l'autre sens, et la raison évidemment, la question évidemment est de savoir, va-t-on suffisamment perturber notre planète pour que l'on passe dans un autre monde d'une certaine manière et que l'on arrive dans une autre vallée où un nouvel équilibre pourrait prendre naissance. Et en fait, je vais vous montrer ça, voilà ici par exemple une Terre qui serait dans un niveau beaucoup plus précaire, et si nous la perturbons,
voilà, elle risque de se retrouver dans un nouvel équilibre. Et donc, on peut se demander, parfois, si nous ne sommes pas à la veille d'un changement radical de notre système terrestre. Pas simplement un petit peu de température, mais simplement, comme on est passé des périodes glaciaires aux périodes interglaciaires, est-ce que, si on augmente le CO2 indéfiniment, on ne va pas changer de régime et nous trouver dans une Terre qui serait très peu semblable à celle qui est aujourd'hui? Ne sommes-nous pas devant un précipice et n'y a-t-il pas des éléments qui pourraient basculer dans le système? Et en fait, on essaye de regarder ces aspects, et vous voyez ici un certain nombre d'éléments qui pourraient effectivement basculer. Par exemple, on a connu dans le passé le Sahara boisé, et puis hop, il est devenu désert. Cela pourrait-il se passer dans l'Amazone demain si nous augmentons le CO2 et si le climat devient important? On sait que le méthane est un gaz à effet de serre et qu'il y a des quantités très importantes de méthane emprisonnées sous la glace. Si la glace fond, le méthane pourrait passer dans l'atmosphère, accroître très rapidement l'effet de serre, et les quantités de méthane qui existent là sont, en dessous de la glace sont très importantes. Est-ce qu'on pourrait changer les moussons, faire disparaître la mousson de l'Inde? Donc ce ne sont pas seulement les problèmes de température d'1 ou 2 degrés qui changent, qui doivent nous préoccuper, mais c'est de voir si on peut arriver dans un autre domaine. Alors finalement, cela étant, il nous faut en réalité gérer notre planète et faire en sorte que nous soyons, comme humanité, responsables de son évolution. C'est le 4e défi dont je voudrais vous dire un mot, parce que ce défi est peut-être le plus difficile. Certes, nous avons la science qui nous guide. Et vous voyez là en dessous, la base, c'est la science, et la science a déjà apporté beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments, et on peut regarder de quoi il s'agit si on a le temps d'examiner ce cliché. Mais il y a d'autres aspects qui vont intervenir dans le processus de décision. Les critères et les impératifs économiques, des aspects sociaux, des aspects légaux, la manière de gouverner nos pays, notre planète, dans un système qui est en évolution à l'échelle mondiale. Et finalement, il y a ces deux aspects qui sont au sommet du bâtiment que vous voyez là, qu'on appelle en anglais mitigation et adaptation. Mitigation, c'est véritablement réduire, je veux dire, dans quelques instants, on dira un mot là-dessus, c'est réduire les émissions essentiellement. Adaptation, en anglais, c'est l'adaptation au système, en supposant que nous n'avons pas été capables de limiter nos émissions et que le changement climatique se produit malgré tout. Alors, un mot sur mitigation, sur la réduction des émissions qui contribuent au changement climatique. Et là, il faut penser à notre système de transport, il faut penser à notre système énergétique, il faut penser à la manière dont nous organisons nos villes, nous développons nos immeubles. Et puis, si on n'y arrive pas, il faudra s'adapter. Et alors, l'adaptation, ça demande aussi beaucoup de recherche, parce que nous ne savons pas exactement ce qui nous attend. Mais vous voyez, je prends l'exemple, par exemple, des programmes de santé qui vont devoir être adaptés. Vous voyez certains nombres de maladies qui sont favorisées par le changement climatique. La qualité de l'air sera influencée par le changement climatique. On va devoir s'y adapter, mais prévoir, prendre des mesures. Les infrastructures devront s'adapter, etc., etc. Donc tout ça demande, en fait, aujourd'hui, de la part des scientifiques, mais aussi dans les sciences sociales, dans les sciences des lois, enfin légales, dans le droit, un certain nombre de recherches. Alors, un mot simplement sur la limitation des émissions. Je vous ai dit qu'on recherche le moyen de maintenir la planète à une température dont le réchauffement serait inférieur à 2 degrés. Qu'est-ce que cela veut dire en termes d'émissions? Car les hommes politiques, évidemment, peuvent très, très rapidement dire « nous allons limiter », COP 21 l'a dit par les accords de Paris, « nous allons limiter le réchauffement à 2 degrés ».
eh bien, cela a des conséquences dont on ne parle pas souvent, mais ça veut dire qu'on doit réduire les émissions, et vous voyez sur ce graphique que cela nous appelle à une réduction d'émissions de l'ordre de 80%, et je dirais à mettre en œuvre d'ici probablement 2050, c'est-à-dire que d'ici 2050, par des courbes qui dépendent vraiment du moment où l'on prend les mesures, au plus on prendra les mesures tard, au plus il faudra réduire de manière drastique ces émissions, au plus ce sera difficile, au plus on approchera l'échec. Il faudra donc prendre des mesures importantes, et aujourd'hui, ces mesures n'existent pas. Si vous regardez ce qui s'est passé aux accords de Paris, où les pays ont offert de prendre un certain nombre de mesures, eh bien, si l'on met ces mesures en œuvre, on ira à un réchauffement de la planète de l'ordre de 3,5 degrés. Il faut donc prendre des mesures complémentaires si on veut arriver à une situation. Il faut pratiquement mettre fin aux émissions de CO2 d'ici 2050, c'est-à-dire dans moins de 40 ans. Eh bien, si on n'arrive pas, on devra s'adapter. Et là, la première chose à faire, ce sera d'établir nos vulnérabilités. Vulnérabilité de la société, d'abord les vulnérabilités physiques, c'est-à-dire les impacts du changement climatique, mais les impacts physiques, cela demande à la communauté que je représente un peu, qui est la communauté de la physique du climat, de calculer tout cela et de voir ce qui se passe dans chaque région du monde. Mais il y a d'autre part aussi la vulnérabilité sociale et économique. Et cela demande de comprendre que les décisions devront se faire dans un contexte où on tient compte de la technologie, des ressources économiques, de l'infrastructure, et que l'on détermine finalement quelle est la capacité d'une société de s'adapter sur le plan économique et social. Enfin, si on n'arrive pas, nous avons une autre solution, qui est évidemment une solution qui lève un certain nombre de questions, notamment des questions économiques et des questions éthiques, c'est de modifier le climat de manière artificielle et, par exemple, comme l'avait proposé Crutzen en disant si on n'y arrive pas, on pourrait, par exemple, lancer dans la stratosphère des particules qui vont réfléchir une partie du rayonnement solaire et qui va donc conduire à un refroidissement de la planète qui va contrecarrer l'effet du CO2. On pourrait mettre des miroirs dans l'espace, on pourrait aussi capter une partie du CO2 qui est dans l'atmosphère et le stocker, mais tout cela pose des problèmes technologiques immenses et c'est évidemment un débat qu'on doit avoir car on ne connaît pas véritablement les effets secondaires qui résulteraient de la mise en place du geoengineering. Et puis, pour terminer, je voudrais dire un mot sur la communication. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous communiquer et de vous dire un certain nombre de choses, mais vous entendez beaucoup d'avis sur le changement climatique, des avis souvent très divergents. En réalité, les scientifiques essayent essentiellement de produire de l'information et pensent que cette information rationnelle, bien établie, sur base de méthodes scientifiques, vont conduire à un changement de comportement. Il ne faut pas oublier que le comportement et le changement de comportement ne vient pas nécessairement d'informations rationnelles, mais aussi des croyances des gens, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient liées à la structure de leur personnalité, à leur famille, et puis aussi des normes sociales dans lesquelles on vit, système politique, système économique, etc. Et donc, toute l'information sur le climat et le changement des comportements, le changement de l'économie qui doivent se mettre en œuvre n'est pas une chose simple à faire et véritablement, pour les scientifiques, ils sont forcés de communiquer leur information dans un contexte qui est véritablement déterminé par des valeurs qu'ont les gens. Et je mets ça ici rapidement pour vous dire que, d'une part, nous produisons un certain nombre de données scientifiques et qu'il faut les transférer vers la société et que là, il y a des choix souvent à faire, c'est-à-dire qu'on quitte le domaine purement de la raison souvent, qu'il y a des choix, les gens ont des croyances, ont un certain nombre
de vue sur la manière dont la société doit évoluer. Le climat est un des éléments qui intervient dans les risques, mais il y en a bien d'autres, et ceux qui prennent des décisions le savent et doivent tenir compte de l'ensemble. Alors, je vais conclure en vous disant que la recherche climatique a fait d'énormes progrès, qui a été véritablement dans la continuation de la météorologie, de la prévision du temps, qu'aujourd'hui, évidemment, la société, le monde, la planète évolue vers une situation qui est tout de même assez préoccupante, que ceux qui prennent des décisions ont besoin de l'information scientifique, ils doivent comprendre comment le système social, écologique, physique sont en fait couplés, et ils doivent répondre à de multiples sollicitations, de multiples vues qui doivent finalement, espérons-le, arriver à des solutions d'une croissance douce, mais d'une croissance qui nous permette et qui permette à nos enfants de continuer à vivre dans de bonnes conditions. Et donc, en fait, si je veux conclure peut-être de manière un peu plus dramatique, c'est de dire nous sommes un peu aujourd'hui comme le capitaine d'un navire qui trouve devant lui une grosse perturbation et qui a en fait le choix, ou bien il tourne à droite, ici ou à gauche, peu importe, et il quitte l'Anthropocène pour retourner vers ce que l'on appelait l'Holocène, la période géologique dans laquelle nous vivons, ou bien il reste dans l'Anthropocène, et alors il va évidemment vers une planète et un futur qui est très incertain, une planète plus chaude, mais aussi une planète où les conséquences restent encore peu comprises et peut-être peu satisfaisantes. Donc nous devons réfléchir à cela. C'est aux politiques à déterminer comment le navire va tourner. Ils doivent utiliser l'information que nous, scientifiques, nous leur donnons. Ils doivent évidemment dialoguer avec nous. Il faut dire qu'on voit de grands progrès. Les politiciens ont réussi à signer l'accord de Paris, ce qui est un succès véritablement inespéré. Mais il faut se rappeler que s'ils l'ont fait, c'est parce que les scientifiques ont attiré leur attention, leur ont montré un certain nombre de choses depuis 20 ans, et que malgré tout cela, il y a encore des gens, des chefs d'État notamment, qui ont quelques velléités et qui considèrent que, bon, finalement, tout ça n'est pas grand-chose. Bien, ce n'est pas notre avis, et donc nous continuons à communiquer. Merci.